Bienvenue dans notre débat de ce soir, un débat entièrement consacré à la COP22 qui s'est ouvert ce matin à Marrakech, la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, réunie au Maroc, les délégations de 196 États jusqu'au 18 novembre. Un an après l'accord de Paris, de nombreux points restent en suspens, la mise en application notamment des promesses faites en France et le combat est, dit-on, loin d'être gagné. Alors quels sont les enjeux de ce nouveau rendez-vous? Quelles attentes surtout également? Nous verrons que la division Nord-Sud est toujours perceptible, mais cette COP devrait cette année être aussi celle de l'Afrique. C'est l'un des points que nous développerons ce soir avec mes invités. Fanny Petitbon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes responsable du plaidoyer chez Care France. En face de vous, Yves Contasso, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes conseiller de Paris et du 13e arrondissement de la capitale pour Europe Écologie Les Verts, président de l'agence parisienne Climat. Merci d'être là. Et puis également en face de vous, Thomas Spencer, bonsoir. Vous êtes directeur de programme climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et puis en direct de Marrakech, nous sommes également ce soir avec vous. Céline Faux, bonsoir. Vous êtes le président du groupe des négociateurs africains sur les changements climatiques. Vous intervenez donc en direct de cette COP22, l'Afrique qui va tenir évidemment une place centrale lors des échanges. Cette conférence, elle s'est donc ouverte ce matin sur une bonne note puisqu'il y a 3 jours, la COP21 est entrée en vigueur. L'accord sur le climat est entré en vigueur. Même si cela reste une simple déclaration d'intention, c'est une sacrée bonne nouvelle, non, pour la planète et pour la COP22? Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, on peut se réjouir qu'un traité ait été adopté en si peu de temps. Maintenant, comme vous le disiez, tout reste à faire. Il s'agit maintenant de transformer ce texte en une réalité pour les populations, notamment qui sont les plus impactées et qui ont le moins de moyens pour répondre aux impacts du changement climatique. Donc c'est avant tout une accélération de l'action qui est nécessaire maintenant de la part des États. Il ne faut pas attendre que l'accord rentre en vigueur pour accélérer, augmenter l'ambition, notamment en termes de réduction des émissions, mais en termes aussi d'adaptation des populations les plus vulnérables. Thomas Spencer, j'imagine quand même que cette validation, le fait que ça passe aussi rapidement, c'est quand même porteur pour cette nouvelle échéance. On se réunit tous les ans, mais là, ça avance plutôt vite. C'est une bonne chose. Oui, je pense que vous avez utilisé le bon mot. C'est une validation de ce qui a été décidé à Paris. Il faut savoir qu'une entrée en vigueur si précoce, si rapide d'un accord international de cette ampleur est quasiment inédit dans l'histoire du multilatéralisme environnemental. Donc c'est signe que l'accord est perçu comme légitime, comme important par les gouvernements. Et maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre et c'est le sujet dont on va discuter à Marrakech. Il reste encore 93 États qui n'ont pas ratifié cet accord de Paris. Le fait qu'il ait obtenu le feu vert de la majorité, c'est l'un des enjeux évidemment. Ça peut entraîner les autres. C'est ce qu'on espère. Oui, évidemment. bien sûr. Il faut aller plus loin. Enfin, ça a été dit. D'abord, il faudrait que la quasi-totalité des pays ratifient cet accord. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'on passe à l'acte et qu'on aille un peu plus loin que les engagements qui ont été pris jusqu'à présent, puisqu'on n'est pas du tout dans la cible pour l'instant. On est loin du 1,5 degré maximal. On est au-delà des 2 degrés. 3,5. Très largement au-delà des 2 degrés. Et donc, si on veut effectivement éviter la catastrophe, il va falloir que chacun fasse un effort et que la ratification ne soit pas considérée comme une finalité ou comme un point d'arrivée, mais au contraire bien comme un point de départ. Thomas Spencer, on dit que de cette COP, que ce sera la COP de l'action, enfin c'est ce qu'on espère en fait en réalité. Vous y croyez? Vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. On a vu que cette année-là, on a pu négocier 2 accords internationaux sur le changement climatique. Il y a eu un accord en septembre sur le secteur d'aviation qui, depuis 20 ans, n'a rien fait sur le changement climatique. Et on a pu trouver un accord sous l'égide de l'ONU en septembre sur le secteur d'aviation. Même chose sur un gaz à effet de serre qui s'appelle les HFC, sous l'égide du protocole de Montréal qui réglemente les gaz à effet de serre de cette nature-là. On a pu trouver un accord international. Et ça, c'est un signe de la dynamique que l'accord de Paris a pu impulser. Maintenant, ce qui est important, c'est que les États commencent à mettre en œuvre les promesses qu'ils ont faites à Paris en matière de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi en matière de financement des pays en développement.
Fanny Petit, il y a des avancées qui ont été réalisées, notamment ces derniers mois, en début d'année, parler du secteur de l'aviation, il y a aussi le secteur maritime, je crois. Tout ça, ça va dans le bon sens. Je sais que les ONG n'aiment pas trop avoir ce discours et applaudir et se féliciter pour pouvoir aller le plus loin possible, mais il y a quand même ce constat qui est dressé. On avance vite. Est-ce qu'on va continuer à avancer comme ça bien longtemps ? Alors on avance, oui, ce sont des signaux positifs. Avancer vite, on ne peut pas dire que c'est une avancée suffisamment rapide. Pour être tout à fait honnête, on a une fenêtre d'opportunité des 5 prochaines années pour rester sous la barre des 1,5 degrés. Ça veut dire une réelle accélération. Et comme le disait M. Contasso tout à l'heure, c'est vrai que là, on n'en est pas du tout, si on additionne toutes les contributions qui ont été mises sur la table par l'État, on n'en est pas du tout à rester sous ce seuil. Et on sait très bien qu'au-delà des 1,5 degrés, les conséquences pour la planète, les humains, la biodiversité seront absolument disproportionnées. Donc maintenant, ce dont on a vraiment besoin, et le fait que la COP soit à Marrakech est un moment... est une opportunité intéressante parce que c'est le moment de mettre les besoins des populations les plus vulnérables vraiment au cœur des discussions, notamment les questions donc d'adaptation, de perte et dommages. L'adaptation étant le fait de mieux préparer les populations face aux impacts du changement climatique, donc investir par exemple sur des semences qui vont mieux résister aux sécheresses ou aux inondations, diversifier le type de culture. Et il y a un certain nombre d'États en développement qui avaient mis des contributions sur la table, mais qui étaient conditionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pouvoir les réaliser que s'ils obtiennent un appui de la part des pays développés, que ce soit en termes financiers, mais aussi en termes de renforcement de capacité, de formation. Et donc là, il y a tout ce travail qui doit se mettre en œuvre et on a assez peu de temps pour le réaliser. Ça, on va y revenir. C'est effectivement pas encore gagné. La question du financement, ça va être l'un des peut-être points de blocage, on l'espère pas, à Marrakech. On va justement vous faire réagir, Céline Lafaux. Vous êtes à Marrakech, vous participez à cette COP22, sans mauvais jeu de mots. Dans quel climat s'est ouvert cette conférence ? Je pense que Marrakech a ouvert dans un très bon climat. L'accord de Paris, comme vous l'avez dit, est entré en vigueur il y a 4 jours à peine. C'est inespéré, c'est sans précédent, c'est historique. L'Afrique arrive à Marrakech avec 3 objectifs fondamentaux. Le premier, ça a été rappelé, c'est bien sûr consolider le régime multilatéral, c'est-à-dire commencer à développer les procédures, les règles pour véritablement mettre en œuvre l'accord de Paris. Deuxièmement, ça a également été rappelé, les contributions qui ont été faites à Paris ne nous mènent pas sur une trajectoire de 2 degrés, a fortiori 1,5 degré, mais il faut traduire ces contributions en plan d'investissement, en programme, en projet. Deuxièmement, il faut amplifier l'action. Les chefs d'État africains, pour notre part, ont lancé 2 grandes initiatives africaines à Paris, parce qu'il faut savoir que l'Afrique fait face à 2 grands paradoxes. Le premier, c'est d'être le continent qui a le plus grand potentiel en termes d'énergie renouvelable, mais qui a le moins accès à l'énergie. Et deuxièmement, c'est le continent qui a le moins de responsabilité historique, mais qui va être le plus vulnérable. Donc 2 initiatives très fortes ont été lancées, des contributions financières ont été annoncées. Nous allons faire un point à Marrakech, nous allons lancer d'autres programmes et ensuite les chefs d'État africains qui se réunissent à Marrakech le 16 sous l'invitation de Sa Majesté, vont discuter avec leurs partenaires de voies et moyens concrets, d'un dispositif concret pour suivre la mobilisation de ces financements, pour se rassurer de l'impact sur le terrain. Dernier point, c'est le Fonds vert climat. L'Afrique vient de tenir il y a 10 jours à peine le premier dialogue avec le Fonds vert climat. Le portefeuille africain est de 4,3 milliards de dollars. Nous avons un partenariat que nous allons célébrer ici. Je pense que tout le monde l'a dit. Aujourd'hui, le temps est à l'action, le temps est à l'amplification de l'action. On ne peut plus attendre et donc nous sommes dans cette... Mais l'ambiance est bonne, oui. L'ambiance est bonne à Marrakech. Bonne ambiance donc à Marrakech. Yves Contasso, je vous voyais approuver. Le symbole, il est fort, cette COP22 qui a lieu sur le continent africain. Il vient de le répéter, le continent qui souffre en premier lieu des répercussions du changement climatique. On a la base, on a l'accord parisien. Maintenant, il faut en quelque sorte trouver le mode d'emploi, faire que ça fonctionne. Comment on va y arriver sans contraindre les États à tenir les engagements qu'ils avaient pris il y a 1 an à Paris ? Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Sans régulation, sans contrainte, si on fait simplement confiance à la bonne volonté ou, comme disent certains, au marché, ça ne se fera pas.
Ça ne se fera pas. On le voit bien dans d'autres domaines. Il y a une organisation mondiale du commerce, on a des accords bilatéraux qui se négocient dans tous les domaines, sauf au plan environnemental. Parce qu'il y a des lobbies très puissants qui continuent à dire non, 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 laissez-nous faire notre business comme on a envie. On le voit en France. Ce qui vient de se passer sur la taxe sur le charbon est tout à fait édifiant. C'est-à-dire qu'on voit les lobbies qui disent non, non, on verra plus tard. Alors que c'est... Justement, la France qui a organisé la COP21 l'année dernière est pas vraiment dans les bons élèves. Ah mais non, mais pas du tout. Elle n'est pas du tout dans les bons élèves. Et donc on a une double responsabilité. D'abord, d'être exemplaire, parce que c'est quand même les pays dits développés qui sommes les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et qui ont cette responsabilité. Et puis on a une dette écologique vis-à-vis des pays, notamment d'Afrique, qui eux, subissent beaucoup plus et qui n'ont pas les moyens de faire face. Alors ça c'est le discours, mais comment on fait justement? Comment on fait pour mais ça veut dire que ça veut dire que la France doit d'une part, parole en acte. mais ça veut dire d'une part qu'elle doit avoir une politique environnementale exemplaire et donc cesser de tergiverser dans tous les domaines, et deuxièmement accepter de financer à une hauteur sérieuse effectivement l'aide à tous ces pays de manière à ce qu'ils puissent faire face à l'adaptation, parce que ils vont quand même s'en prendre plein la tête, quoi. Et on sait que ça va être ravageur, dramatique. Et c'est pas eux qui vont financer seuls les conséquences de notre activité. Donc il faut vraiment qu'on ait le courage de dire qu'on va verser des sommes. C'est ce que nous appelons la dette écologique. Comme il y a des dettes financières, il faut absolument qu'on ait cette capacité. J'ai annoncé tout à l'heure la victoire de Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. C'est lui qui va représenter le parti à l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous entendez peser justement dans le débat Je pense que Yannick est un bon connaisseur de ces questions-là, y compris parce qu'il a travaillé à l'international. Donc il va pouvoir expliquer en quoi, effectivement, on ne peut pas se contenter des discours un peu superficielle, et puis derrière avoir des politiques contradictoires. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on propose publiquement et dont on se félicite ensuite, et puis les politiques qui sont mises en œuvre. Thomas Spencer, il y a beaucoup d'incohérences justement aujourd'hui entre les discours et les mises en œuvre des politiques affichées. Moi, je passe pas mal de mon temps à regarder les politiques européennes, et il faut dire que l'Union européenne est une des régions avec une économie la plus propre au monde. Mais quand même, quand on regarde nos objectifs et ce que implique l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, l'Europe a encore énormément d'efforts à faire. L'Europe est en train d'adopter ce qu'on appelle le paquet climat 2030, qui est sa contribution à l'accord de Paris. Et il faudrait, pour être cohérent avec les objectifs de l'accord de Paris, que toutes les mesures proposées soient adoptées dans un format le plus ambitieux possible. Qu'est-ce qui bloque? Lui, elle traîne des pieds sur ces énergies renouvelables. J'ai des chiffres, 280 centrales à charbon toujours très sales en Europe qui causent 23 000 décès prématurés en 2015. Comment on explique ce retard? C'est un manque de volonté politique? Alors effectivement, ça peut être un manque de volonté politique, notamment de la part de certains États dont l'économie repose énormément sur ces énergies fossiles. Pour ne citer qu'un seul État, notamment la Pologne, fait extrêmement perdre du temps dans les négociations, demande à ce qu'il y ait des clauses spéciales pour protéger ces industries. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut une transition vers les énergies renouvelables et donc un pic des émissions le plus vite possible, et donc assurer aussi une transition juste, parce qu'en termes d'emploi, ça va avoir un impact très important aussi. Donc il ne s'agit pas simplement d'aller vers les énergies renouvelables sans penser aux impacts sociaux notamment. Donc il faut penser à toute la reconversion pour les personnes qui travaillent dans ces domaines. Mais la Pologne fait souvent traîner des pieds l'Europe. On va rester là, on va revenir dans quelques instants. On marque une courte pause. Le débat, il revient dans quelques instants. À tout de suite.